Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Transat Jacques Vabre. On va parler du finish du côté des IMOCA et ça a été très serré, notamment pour la 6e place. On reviendra à ce qui se passe du côté des classes 40. On devra arriver notamment mardi, dans la nuit, je pense, de mardi à mercredi pour les classes 40 parce qu'ils vont avoir une journée, notamment lundi, dans 36 heures, 24 à 36 heures. Ils vont être vraiment dans une situation à avoir très peu de vent, quasiment jusqu'à l'arrivée. Donc ça va resserrer la flotte, il va y avoir un énorme match. Et puis voilà, je crois qu'on va un petit peu parler de tous les de tous les IMOCA qui sont arrivés, de la situation du côté des classes 40 en une dizaine de minutes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. PS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, TikTok, les débris des compétitions en direct. Et puis si vous avez les moyens et vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je vous signale juste que j'enregistre encore plus tard qu'hier. J'enregistre, c'est 19h12, donc la vidéo va arriver un petit peu après par rapport d'habitude, tout simplement parce que j'attendais l'arrivée de Boris Herman et Justine Métro, et comme ça s'est joué quasiment au touche-touche, et vraiment ça s'est joué en 2-3 minutes près, voilà, je voulais être sûr que les deux passent la ligne d'arrivée, donc c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu. Bon, on regarde ce classement du côté des IMOCA avec déjà les 7 premiers concurrents qui sont arrivés. Depuis ce matin, 7 heures avec l'arrivée de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, vainqueur en 11 jours, 21h. 32 minutes et 31 secondes, très belle performance sur ce parcours pour une transatlantique, ça allait vite quand même avec cette voie sud, malgré du vent qui n'était pas toujours excellent, notamment sur la fin de course, où il a fallu faire avec du vent un petit peu plus faible. Double vainqueur, Thomas Ruyant, de cette transat en double. Il était le vainqueur en titre. Il a récidivé cette fois-ci avec Morgan Lagravière. Que dire de leur course ? Ils ont tenté un coup, c'est vrai, ils ont tenté une route un petit peu plus haute à un moment dans cette deuxième partie de course, dans les alizés. Ils se sont rapprochés de l'orthodromie en gardant des bonnes vitesses, alors que les fichiers météo n'étaient pas aussi intéressants sur cette voie-là. Ils l'ont expliqué en interview, que en fait, ils se sont pas totalement fiés aux fichiers météo à certains moments. Ils se sont dit, là, ils ont senti leur instinct. Voilà, ils ont gardé leur instinct de marin. Certes, il y avait les fichiers météo, mais ils ont gardé leur instinct de marin. Et surtout, il l'a indiqué, For People, il pensait que ce qui a fait la différence, notamment avec Paprec et notamment avec Force the Planet, c'est que Morgan Lagravière notamment a énormément barré le bateau. Et il l'a dit, c'était faisable. Peut-être c'est le dernier bateau de dernière génération à être en capacité de pouvoir barrer facilement. Sans être obligé d'utiliser le pilote automatique. Il a dit c'était, on va dire, l'une de ses envies pour ce For People, c'est de pouvoir barrer le bateau quand il le veut. Certes, les pilotes automatiques sont très performants, mais des fois, barrer c'est intéressant, ça permet de ressentir les choses aussi pour Thomas Ruyant. Et il avait envie, quand il a conçu son bateau For People, qui est la suite de Linky Daoud, d'avoir un bateau qui soit encore barrable facilement. Et il a dit, il pense que c'est ce qui a fait la différence par rapport à Johan Richomme, par rapport à Sam Gutschall, mais surtout par rapport à Johan Richomme, parce qu'en fait le For the Planet, c'est en fait le For People. Hein. C'est le Linky Daoud, pardon, c'est l'ancien bateau de Thomas Ruyant, et il a dit très clairement, sur la deuxième partie de course, on a énormément barré, et à un moment après qui n'est pas allé sur les mêmes trajectoires nous, et c'est tout simplement parce qu'ils étaient en pilote automatique alors que nous on barrait, et c'est là où ils ont fait peut-être une petite erreur de trajectoire, mais voilà, pour barrer autant de temps, il faut tenir la cadence, hein. C'est ce qu'avait dit Armel Leclerc, Sébastien Josse, à un moment quand tu veux barrer longtemps, ça veut dire qu'il faut aussi vouloir peu dormir. C'est un peu comme du solitaire en termes d'heures de sommeil, et c'est peut-être ce qui a fait la différence avec aussi deux concurrents qui avaient fait du solitaire il n'y a pas si longtemps que ça. Alors certes, Johan Richomme, Yann Liège, c'est aussi des mecs qui ont fait du Figaro, et le Figaro, c'est un peu l'école du manque de sommeil, parce que c'est des catégories où tu dors très peu en Figaro. Notamment lors de la solitaire, mais c'est ce qui a fait la différence selon Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Ils sont déjà très satisfaits du bateau. Ils l'ont dit, ils avaient pas mal bossé ensemble, et ils avaient déjà une bonne base de réglage. Et puis voilà, ça s'est passé de manière assez fluide, ils le disaient, et surtout ce qu'ils ont apprécié l'un l'autre. Encore une fois, c'est ce qu'il a raconté sur le ponton.
c'est qu'il n'y a pas eu de soucis, on va dire. Les deux étaient un peu dans la même idée de partage. Et c'est très important dans une transat en double d'être un petit peu sur la même longueur d'onde. Et ça s'est très très bien passé pour Four People. Donc voilà, il était très content, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, voilà, de cette victoire. Derrière, ça s'est joué à pas grand-chose, hein, à 8 minutes entre Paprec et Force the Planet. Paprec disait Johan Richaum et Yann Eliès, on était un peu... On avait un petit peu les pétoches pour tout dire sur la fin, parce que déjà, bon, bah, ils l'ont dit, c'est vrai qu'en termes de trajectoire, on a peut-être fait une erreur en fin de course, surtout on est arrivé en plein dans la pétole du côté de Basse-Terre et au niveau de cette bouée qui est une marque de parcours dans le final, et c'est vrai que c'était très compliqué. C'est ce qu'il a raconté, que voilà, bon, ils avaient un petit peu peur à la bouée de Basse-Terre parce qu'ils avaient très peu de vent et ils se sont dit bon bah on va perdre notre deuxième place, ça serait con parce que voilà, on a été deuxième pendant une grande partie de la course et on a vraiment fait le job pour prendre cette deuxième place. Mais bon, voilà, ils ont réussi à garder cette place jusqu'au bout. Du côté d'après Arkea, bon, il racontait certes, il y a peut-être une erreur de trajectoire, mais il disait aussi que on avait pas suffisamment d'informations encore sur comment marchait notre bateau. C'est-à-dire que Johan Richaum, c'est un premier IMOCA. Yann Eliès, bon, il a fait un peu d'IMOCA, mais il n'avait pas fait, ou il l'avait fait avec Paprec Virbac, avec Virbac Paprec. Il l'avait fait, c'était un foiler déjà à l'époque, hein, je crois, Paprec Virbac, avec le sudiste, avec le spécialiste de la transat en double. Mais quand il avait gagné, Yann Eliès, je crois que c'était déjà un foiler, je suis quasiment sûr, mais c'était déjà les foilers d'ancienne génération. Donc c'était des foilers qui étaient beaucoup moins performants, c'est-à-dire que c'est des bateaux qui étaient beaucoup moins volants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et c'est vrai que Johan Richaum disait très clairement en interview, on n'avait pas encore tous les réglages au départ de la course. On a appris énormément. Il a dit j'ai pris énormément de notes pour la suite. Le bateau est bien né. Ça veut dire aussi que le bateau performe, il est bien né. Et quand il a vu s'échapper Four People, il disait « Je savais qu'on n'aurait pas la capacité de la rattraper ». C'est-à-dire, au fond de moi, je savais qu'ils étaient plus rapides que nous. Je savais qu'ils avaient plus de performance que nous. Ils avaient des meilleurs réglages que nous à ce moment-là. Et surtout, il a dit « On n'est pas parti avec les mêmes voiles que les concurrents. C'est-à-dire, ils sont partis avec des voiles un peu plus petites parce que l'objectif de Johan Richaum, c'était d'avoir ces 1000 pour la qualification. Et donc il a pris des voiles un peu plus petites, notamment sur les grosses voiles, et ce qui fait qu'il était très content de son niveau de performance parce qu'en étant un peu sous-toilé, il a quand même réussi à taquiner, on va dire, ses adversaires et à finir deuxième. Donc il était très content de ce niveau de performance du côté de Johan Richaum. Et Yann Eliès était très content aussi. Il disait Yann Eliès, c'est quand même des bateaux qui sont très durs parce qu'il disait à 20 000 devant, à 20 nœuds de vent, pardon, tu peux avoir des conditions vraiment où c'est la guerre dans le bateau. Et il le disait, c'est pas du tout pareil que sur un bateau à dérive. Lui, il a fait aussi du bateau à dérive. Yann Eliès, il disait sur les bateaux à dérive, grosso modo, bon, t'étais assez tranquille dans le bateau, c'était pas trop dur. Là, il disait, à 20 nœuds de vent, c'est parfois la guerre, quoi. 20-25 nœuds de vent, vu qu'on met énormément de toiles, maintenant sur ces foilers, c'est la guerre dans le bateau et il faut vraiment trouver les réglages pour pas enfourner. Et il dit c'est vraiment c'est très musclé maintenant comme navigation sur ces bateaux vraiment de dernière génération qui sont faits pour voler. Puis on termine avec Four The Planet avec Sam Goodchild et Antoine Corr. Antoine Corr qui était très content de voir ces deux bateaux qu'il a construits performants, et surtout il disait je comprends pas comment des mecs peuvent le faire en solitaire, parce qu'on lui a posé la question vu son niveau de performance avec Sam Goodchild, pourquoi il allait pas faire du solitaire, pourquoi il allait pas faire un projet Vendée Globe, et il a dit mais moi avec ces bateaux là aujourd'hui, la difficulté physique qu'il faut tenir, enfin qu'il faut avoir pour tenir avec ces bateaux là, il disait moi, je ne prendrais absolument pas le risque d'y aller. Il disait, je suis très stupéfait de la capacité de ce qui peut à faire du bon boulot. Et Sam Goodchild disait, j'étais très content d'être avec Antoine Corr parce qu'on a eu des discussions très intéressantes dans les alizés sur la performance des deux bateaux de devant, mais même sur la performance de leur propre bateau. Il disait c'était très bien d'avoir un ingénieur, déjà parce qu'ils ont eu 2-3 pépins techniques qu'ils n'avaient pas annoncé. Il a dit pour réparer, c'était quand même, on aurait pu réparer très vite. C'est aussi grâce à la force d'Antoine Corr. Mais
Alors, je sais même pas si on doit dire Antoine Cor ou Antoine Coche. Moi, je dis Cor depuis quelques jours, mais j'ai pas vérifié sur les internets pour tout vous dire. Mais il disait c'est vraiment un parce que je prononce à l'allemande son nom. Mais Sam Guccia disait c'était vraiment un avantage d'avoir un mec voilà ingénieur qui connaissait aussi les bateaux de devant et d'étudier sur les cartes. Il disait j'ai appris beaucoup de choses dans les alizés parce que c'est un mec qui a réfléchi pendant 18 mois pour le bateau de Thomas Ruyant pour voilà, avoir des bateaux qui soient performants dans les alizés. Et il disait, bon, bah, il s'y connaît très bien parce que ça lui a vraiment creusé la tête pour le bateau de Thomas Ruyant. Il s'est vraiment creusé la tête pour avoir un bateau performant dans ce genre de conditions. Donc, For the Planet, troisième. Quatrième, Charal. Alors là, j'ai pas encore les interviews parce qu'ils sont arrivés à 17h56. Donc, il n'y avait pas encore les interviews. Ils étaient en plus pas encore arrivés quand j'ai commençait vraiment à tout regarder dans le final. Bon, Jérémy Bayou, Franck Camas qui arrive avec 8 heures quand même d'écart avec Force the Planet oui, un petit peu de retard quand même par rapport à Fort People. C'est un peu comme Gitana, j'ai envie de dire. On est peut-être sur un bateau, je dirais pas qu'il est déjà plus à la page, mais qui est un peu plus âgé. Qui est peut-être un bateau aussi plus polyvalent, Charal. On sait que les bateaux de Thomas Ruyant sont très performants sur le portant. On n'aura pas que ces conditions-là sur un Vendée Globe. Peut-être aussi que du côté de Charal, Jérémy Bayou a eu une mauvaise expérience avec Charal 1, qui avait eu un problème technique, il avait dû rebrousser chemin sur le Vendée. Et il veut peut-être tellement faire un bateau fiable qu'il en a peut-être un peu oublié gérer la performance. On a vu à certains moments qu'ils avaient du mal à être très rapides avec ce Charal sur les vitesses sur 4 heures. Et voilà, peut-être que ça a été un peu le souci, la performance pour Charal, mais on aura peut-être des informations supplémentaires demain, selon ce qu'aura dit Jérémy Bayou et Franck Camas en interview. Là encore, je n'ai pas encore eu le temps de voir les interviews d'arrivée. Initiative Cœur 5e, belle performance, c'est un beau top 5. C'est un beau résultat, c'est un résultat justifié pour Sam Davis et Jacques Boulta, puisque pendant très longtemps ils ont été à la bagarre avec Jérémy Bayou et Franck Camas. En plus, il y a eu un changement de skipper à la dernière minute quand même sur ce bateau. Normalement, Samantha Davis ne devait pas faire la course avec Jacques Boutel, qui est un skipper jeune encore, Jacques Boutel, australien, anglo-australien je crois. Sam Davis, le niveau de performance du bateau est vraiment excellent. On voit qu'on a passé un cap avec ce Initiative Cœur là. Le bateau est allé très vite, très performant, fiable, mais surtout un bateau rapide. Initiative Cœur, on a toujours eu des bateaux plutôt fiables. La différence, c'est que souvent, ils étaient un peu en retrait en performance pure. Là, à certains moments, c'était le bateau le plus rapide, Initiative Cœur, en fin de course. Bateau polyvalent, ça veut dire. Bateau qui performe très bien dans des conditions avec peu de vent et peu de mer. Enfin, avec peu de vent, avec du vent moyen et peu de mer. On voit que c'est quand même un bateau qui a fait parfois des moyennes à 18,8, 19,8 sur 24 heures. En eux, c'est très très bien. Et c'était quelquefois le bateau le plus rapide. Et il n'y a pas de souci à voir. Quand tu vois les équipages qu'il y a devant, je dirais que Jérémy Bayou, Franck Camas, équipage d'expérience. Sam Goodchild, c'est un mec qui a performé en Ocean 50. Il va en IMOCA, mais qui connaît un petit peu la discipline. Antoine Cor a quand même un ingénieur de talent. Johan Richomme-Bianaliès, bon, encore une fois, deux figaristes de talent. Thomas Ruyant, Morgan Gravière, deux skippers qui ont eu des réussites en IMOCA. Ils peuvent pas être déçus. Voilà, ils ont réussi à battre quand même des très beaux équipages. Donc ils peuvent être très contents. Teamwork, Justine Métro, Julien Villon. Moi, je pense quand même qu'il faut saluer, déjà parce que c'est vrai que c'est ce que disait aussi Sam Goodchild. Il disait pas Sam Goodchild, pardon, c'était Thomas Ruyant qui disait ça avec Morgan Gravière. Il disait c'est vrai que je pense qu'il disait peu de skippers ont osé prendre la voie nord, malgré que selon les routages au départ, cette voie nord mettait l'arrivée un jour plus tôt que la voie sud. Alors il disait, Thomas Ruyant et Morgan Gravière disaient dans les routages, souvent les alizés sont un peu sous-estimés en termes de force de vent, et c'est ce qui s'est passé là. Mais il disait on n'a pas osé le prendre parce qu'on savait que ça allait être des conditions très dures. Il faut quand même saluer la performance de Justine Métro et Julien Villon du bateau Teamwork. Ils se sont pris 3 dépressions. Des dépressions avec 40-45 nœuds de vent. C'est-à-dire, ils se sont pris 3 situations d'affilée, comme ça. Avec du vent en plus qui n'était pas dans le bon sens.
c'est-à-dire avec du vent auprès. Réussir à avoir ce niveau-là de performance dans des conditions de mer aussi dures, il faut saluer la performance vraiment de ce bateau. Et Justine Métro, deuxième fois sixième. Elle était déjà sixième sur la route du Rhum. Ça fera partie vraiment des filles outsiders de ce prochain Vendée Globe, surtout que le bateau est fiable. Et là, la fiabilité a été éprouvée. Et ce qui est intéressant quand même avec Justine Métro et Teamwork.net, c'est que là, je pense qu'elle a pu tester des réglages dans des conditions de mer difficiles. C'est des conditions de mer qu'elle a subies, qui seront assez proches, à part que la différence c'est que ça sera sur du vent portant, qu'on aura dans les mers du Sud, en termes de vent, en termes de dépression, et pas ce qu'on aura dans l'Indien, mais notamment ce qu'on peut avoir dans le Pacifique, ce qu'on peut avoir également dans le sud de l'océan Atlantique, au départ de ces mers du Sud. Et là, je pense qu'elle a pris énormément d'informations en termes de réglage, aussi pour la fin de course, quand on fera naviguer au près, ce qui est jamais simple. Jusqu'au poteau noir, sur la remontée de l'Atlantique Sud. Elle a pris énormément d'informations, ça va lui servir, je pense, pour le prochain Vendée Globe. Boris Herman, Will Harris sur Malaysia. Ils n'ont pas vraiment fait de bruit, mais ils ont toujours été au contact. Voilà, ils finissent à 3 minutes, même pas, 2 minutes de teamwork. Ils ont toujours été dans le coup, toujours été dans le match, toujours prêts. Voilà, ils sont bien remontés sur la deuxième partie de course. C'est là où ils ont fait un beau finish. Non, ils peuvent vraiment être contents. Après, c'était un équipage qui se connaissait déjà très bien. Parce que je crois qu'ils avaient déjà fait la dernière transat ensemble, donc c'est vraiment bien. Pour le moment, encore en chemin, Maxime Sorel, Christopher Pratt, 154 000 nautiques de retard. Bon, je dirais qu'il y a quand même une partie de ce retard-là, c'est leur souci technique avec le hook qui leur a fait perdre beaucoup de temps. Mais c'est pas mal. Et puis 9e pour le moment, Clarisse Kremer, qui est quand même une belle avance, 150 000, qui a eu un peu moins de vent sur la fin de course, 17 nœuds 3 sur 24 heures, 19 nœuds pour Maxime Sorel, qui va vite, parce qu'il va même un peu plus vite, je pense, que les dernières heures de Justine Métro. Alors là, j'ai plus les moyennes, mais Justine Métro est allée un peu moins vite, elle était plutôt à 17 000 nautiques. Donc c'est vraiment bien ce que fait Maxime Sorel dans le final. On va voir dans les heures à venir les conditions météo qu'il aura. Clarisse Kremer, je pense, a suffisamment d'avance par rapport à Benjamin Dutreux et Giancarlo Pedote pour savourer cette 9e place, qui est pour moi un score tout à fait intéressant pour Clarisse Kremer, parce que elle a repris quand même assez tardivement sur un bateau. Certes, on connaît son niveau de performance à ce bateau-là, mais c'est vrai que c'est un bateau qui est maintenant d'un peu plus ancienne génération. Alors même si c'était un très beau bateau d'ancienne génération, et on voit avec Sam Goodchild que ça marche très bien. C'est surtout un équipage qui était, Alan Roberts est peu expérimenté dans la course large, et en IMOCA. Clarisse Kremer a plus d'expérience, mais n'avait jamais couru sur un foiler non plus. Donc les deux mis bout à bout, il y a peut-être des décisions qui ont été un peu moins bonnes. Ils étaient toujours un peu plus proches de l'orthodromie. Peut-être qu'ils n'ont pas osé aller suffisamment au sud. Donc c'est peut-être ce qui leur a fait perdre un petit peu de temps. Le match maintenant, il est pour la 10e place. Pourquoi je vous dis qu'il y a un match pour la 10e place? Parce qu'il y a déjà 2 bateaux qui sont côte à côte. C'est Giancarlo Pedote et Benjamin Dutreux. Mais si on regarde plus attentivement sur la carte et qu'on dézoome un peu, on voit que Pip Air est quasiment à la même latitude, mais un peu plus haut. Et Romain Attanasio est pas très loin. Et Romain Attanasio, comme Kojiro Shiraishi, ont tenté une stratégie très sud, dans l'idée d'avoir suffisamment de vent pour certes s'éloigner de la route idéale, mais aller suffisamment vite pour rejoindre la Martinique. Et ça pourrait vraiment le faire pour ces deux concurrents-là. On va avoir également un gros match entre les bateaux à dérive, parce qu'on a 5 bateaux qui sont extrêmement proches. Dans la voie nord, vous avez Benjamin Ferré, Louis Duc, et vous avez Guirec soudé avec Roland Jourdain. Dans la voie sud, vous avez Conrad Coleman et Violette Dorange. Violette Dorange, ça fait 2 jours qu'elle fait vraiment des bonnes moyennes. La 14 nœuds, c'est la plus rapide quasiment dans cette catégorie. Le problème, c'est qu'elle est dans une zone où le vent va être pas exceptionnel dans les heures à venir. Ça va être pareil également pour les concurrents du haut. Donc demain, on pourrait avoir un finish très intéressant entre tous ces bateaux, parce qu'ils sont à 500 000. Donc peut-être pas demain, mais après-demain, quand on parlera de tout ça, on aura peut-être un sacré match entre ces différents bateaux. On a Luc Burton 17e, Sébastien Simon 18e. Il y a un match entre les deux également.
avec un Louis Burton qui dépasse Groupe Dubreuil, qui est quand même plus sur des grosses moyennes, hein, quand vous comparez 14,7 versus 16,6. Je pense qu'il a dû casser des foils. On verra à l'arrivée, hein, mais j'ai cette impression-là. Et puis Groupe Apecil qui rentre dans le top 20 devant Arnaud Boissière. Il finit fort. Groupe Apecil. Voilà, c'est dommage qu'il ait eu des petits soucis techniques au départ parce qu'il est revenu quand même dans un beau paquet. Alors je rappelle que voilà, il a perdu pas mal de temps. MACSF file également en ce moment à 15,95 et essaye de revenir sur notre concurrent chinois Jing Yushu et Mike Goldwyn, et également sur Denis Van Weinberg et Gilles Buchananout. Et puis je rappelle que Lazare, lui, est dans une petite dépression avec Tanguy le Turquet et 34e pour l'instant, c'est le dernier concurrent. C'est le concurrent même qui, je crois, est le plus loin de l'arrivée, parce que je crois qu'en classe 40, même le dernier concurrent est un petit peu plus près, mais je rappelle qu'il a eu des grosses réparations à faire. On passe au match entre les sudistes et les nordistes. Ça, c'est le match en classe 40, avec au sud une bagarre entre Alagrande Pirelli, avec également Ipsa. Vous voyez un écart qui est assez faible entre les deux, parce qu'on est à peu près à la même latitude là aussi, on est très proche. On a également un peu plus en de Tequila qui a l'air d'être un bateau très performant au portant. On a également Everial qui remonte dans le classement, 5e Everial, belle journée hier, 11 nœuds 1, c'est vraiment une journée très intéressante, pas très loin des bateaux de tête. On a également Interinvest, Vogue avec un Krone qui lui descend vraiment très très au sud. Donc c'est intéressant de voir les différentes stratégies avec la boulangère bio un peu moins performante là sur les 24 dernières heures. Comme Café Joyeux qui a perdu également un petit peu de place au classement. Sauf que vous voyez que dans tout ce paquet-là, on n'est pas forcément dans le top 10. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la Voie Nord. La Voie Nord qui a l'air d'être très intéressante, avec notamment un Crédit Mutuel qui vient de passer en tête du côté de ce classement de cette deuxième étape, avec pour le moment quelques milles d'avance sur Alagrande Pirelli, avec un bateau qui, je rappelle, date de 2019, qui a fait 14 nœuds 5 sur les 24 dernières heures. C'est-à-dire qu'il y a des IMOCA à dérive qui n'ont pas été aussi rapides que Crédit Mutuel. Je rappelle, les IMOCA, c'est 18 mètres. Le mât est beaucoup plus haut. Là, on est sur des bateaux de 12 mètres, donc beaucoup moins puissants. C'est pour vous dire le niveau de performance de Yann Lipinski et Antoine Carpentier sur les 24 dernières heures. Surtout qu'il y a des moments où ils étaient à plus de 16 nœuds sur 4 heures. Donc, vraiment impressionnant. Derrière, on a également Influence avec Andrea Formaro et Benoît Hansberg qui n'est pas très loin. Il est à 70 000 et surtout, il a 14 nœuds 6 sur les 24 dernières heures. Et puis, on retrouve également Groupe SNEF, un peu plus proche de l'orthodromie mais du vent un petit peu plus faible. Et puis vous avez également Amaris avec Gildas Mahé et Achille Nebou, également dans du vent plus faible sur une trajectoire un petit peu plus proche de l'orthodromie. Mais vous voyez encore ce match en classe 40 avec, on va le signifier, mais encore 10 concurrents à 100 000 nautiques d'écart. Et si on regarde la référence, pour moi, c'est toujours Centracor. Il est qu'à 170 000. Donc, on a toujours un gros paquet, je dirais, de 12-13 concurrents. Parce que je dirais que ça s'arrête un peu avec Centracor et même, on pourrait dire, avec Seafrigo. Voilà, donc vous avez encore 14 concurrents dans un mouchoir de poche parce que Seafrigo est à 126 000 nautiques. Donc, on est encore dans un sacré match pour le moment avec beaucoup de concurrents bord à bord. Et donc, c'est une belle bagarre pour le moment. On regarde tout de suite la météo. La météo, l'approche de la Martinique dans les 12-13 prochaines heures. Eh bien, vous allez voir avec un vent qui va être assez faible autour de Fort-de-France, autour de la zone d'arrivée. Donc, il va falloir faire avec de la pétole de nuit. Ça ne va pas être évident. Mais vous voyez que le vent, lui, va être beaucoup plus fort sur la flotte des classes 40. Et il va falloir faire un choix pour Yann Lipinski. Est-ce qu'on décide de se rapprocher de l'orthodromie, mais pour continuer à avoir du vent fort dans les 12-13 prochaines heures, mais peut-être que ça va être un problème dans les heures à venir, ou est-ce qu'on continue à prendre cette route-là un petit peu plus nord? On va voir dans 24 heures, la situation va diamétralement changer avec beaucoup moins de vent. Et c'est là où il va falloir faire des choix tactiques. Et c'est là où on comprend peut-être cette voie sud qui est en train de prendre certains concurrents. Je pense à Vogue avec un Krone. Je pense à Tequila qui ont choisi une voie sud bien avant Ipsa et Alagrande Pirelli. Ça pourrait être un choix payant dans les heures à venir avec du vent
plus fort et donc un peu plus de vitesse, même si on s'éloigne encore une fois de l'orthodromie. Dans 36 heures, ça n'ira pas beaucoup mieux avec vraiment une situation d'anticyclone, presque sur la route idéale. Donc ça va pas être évident et on voit que cette voie sud, là, on continuera à avoir une chouille devant. Donc ça peut être intéressant. Dans 48 heures, bah voilà, quasiment pas de vent. C'est là où je vous dis que cette fin de course va être monumentale du côté des classes 40. Il va falloir continuer à suivre les vidéos parce que je vous fais vraiment un teasing. Mais là, vu comment le vent va être faible, il va y avoir des retours. Et les écarts vont vraiment se réduire dans cette catégorie. Donc ça va être très intéressant dans les heures à venir. Vraiment suivez les classes 40. La course n'est pas finie. Même si les IMOCA sont arrivés, les classes 40 vont encore nous apporter du spectacle. On verra ça demain soir, après-demain soir. Je pense jusqu'à mercredi. Peut-être que la dernière vidéo, ça sera mercredi ou jeudi prochain du côté de cette Transat Jacques Vabre. Et puis on attaquera ensuite à partir du 30 novembre le retour à la base du côté des IMOCA. J'essaierai un petit peu de vous décrypter tout ça du côté de cette course du retour à la base. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!